Bonsoir tout le monde, mon nom est Véronique Chagnon, rédactrice en chef adjointe de Nouveaux Projets. Je suis super contente d'être ici ce soir avec Diane que vous entendiez il y a quelques secondes, que vous commencez à connaître pour l'avoir lu assez fréquemment dans Nouveaux Projets. Voilà, bonsoir Diane, contente d'être avec toi ce soir. On est aussi avec un panel d'invités qu'on va vous présenter dans quelques minutes, mais d'abord... je continue d'admettre les gens. Je vous explique un petit peu comment on va faire ça ce soir. Donc, on est ici pour parler d'aménagement du territoire et de comment on peut faire pour mieux se servir du territoire qui est disponible et mieux le valoriser. Ceux qui sont avancés dans leur lecture du dernier numéro de Nouveaux Projets vont reconnaître évidemment là le thème du reportage Recycler le territoire que Diane signe dans nos pages. Voilà, la rencontre de ce soir, on la divise si on veut en deux parties. Diane va démarrer la discussion avec le panel d'invités qu'on vous présente dans quelques minutes et puis je vous dirais la première moitié, donc la première demi-heure on fait ça, puis après ça on ouvre les micros. Vous allez pouvoir poser vos questions aux intervenantes. Deux façons de le faire toujours, soit lever la main si vous voulez les interpeller directement, puis moi à ce moment-là je vous nommerai, puis vous allez pouvoir poser votre question. Puis si pour les plus gênés, il y a toujours la petite fenêtre en bas là, converser, vous écrivez votre question, puis ça va me faire plaisir de la lire à nos invités. Donc sans plus tarder, je vais céder le micro à mon acolyte Diane Bérard. Merci Véro. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Je sais que le soir, on a toutes sortes d'activités qu'on peut faire, mais c'est très gentil d'être ici, puis on va s'arranger pour que vous appreniez beaucoup de choses. Je vous fais une petite mise en contexte. Donc, cette année 2021, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il se passe la grande conversation nationale sur l'aménagement du territoire. Donc, le 26 janvier, il y a eu une première rencontre. Le but de cette grande conversation-là, à la grandeur du Québec, c'est d'établir des objectifs communs et de définir les assises d'une vision moderne et harmonieuse de l'aménagement du territoire québécois qui va aboutir à une première stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il faut savoir qu'en matière d'urbanisme, la loi a très peu évolué depuis 40 ans. Donc, la loi date de 1979 et la plupart des orientations gouvernementales datent de 1994. Donc, ce n'est pas un luxe qu'on revoie la réglementation en matière d'aménagement du territoire. Dans le fond, les questions, c'est comment on se partage un territoire qui est limité, parce qu'on a beau dire que le Québec, c'est grand, dans les faits, on vit sur un territoire limité. D'ailleurs, Justine Fecteau va nous expliquer tous les mots de tête qu'elle a avec la notion de territoire limité. Et comment on se le partage dans un contexte de crise climatique et de transition socio-écologique? Parce que la réalité, c'est ça. On a une crise climatique, on doit vivre une transition, puis on a un territoire limité. Et tout ça sans augmenter les inégalités, parce qu'il y a un lien aussi entre la façon dont on partage le territoire et les inégalités sociales et économiques. Ce soir, on va discuter avec 3 panélistes. Donc, il y en a 2 que vous connaissez déjà sans les avoir vus, puisqu'elles apparaissent dans les pages du reportage Recycler le territoire. Donc, on a Justine Fecteau. Justine est DG de la ville de Plessisville et elle est urbaniste. Catherine Boisclair est chargée de projet chez Vivre en Ville. Catherine, tu es aussi urbaniste? Oui. Et nous avons Charlotte Monfils-Rattel, qui est aussi urbaniste et qui travaille pour la firme LARPA. Donc, nous avons 3 femmes urbanistes, mais qui sont dans des rôles différents. Donc, une dans un rôle de gestion politique dans une ville, une autre dans un OBNL qui travaille avec plusieurs projets. Catherine Vivre en Ville travaille avec plusieurs municipalités. Et Charlotte Monfils-Rattel qui est dans une firme de consultation qui travaille avec différents projets, différents clients. Et il y a 3 enjeux qui ont incité le gouvernement québécois à remettre en question les pratiques d'aménagement du territoire. D'abord, c'est la gestion de la croissance urbaine. Donc, il y a un enjeu avec la façon dont on gère la croissance de nos villes.
l'accessibilité au logement abordable, je pense qu'on en entend beaucoup parler ces temps-ci, et le développement d'environnements favorables aux saines habitudes de vie. On va surtout se concentrer sur les deux premiers. Donc, on va commencer par la façon dont on a géré la croissance urbaine. Je vais d'abord m'adresser à Catherine et Charlotte. On a géré la croissance urbaine d'une certaine façon depuis plusieurs décennies. Alors, rappelez-nous-le. Et qu'est-ce qu'on commence à faire autrement? Est-ce qu'il y a une conscience qui s'installe pour gérer la croissance urbaine autrement? On va peut-être commencer. Tiens, commençons par Charlotte. Donc, comment on a fait jusqu'à... En fait, j'allais suggérer... Oh, est-ce que... Oui, on entend. Est-ce que ça... Vous m'entendez? OK, c'est bon. La connexion Internet fluctue un peu ici, donc ça se peut qu'il y ait des petits ratés. J'allais dire que je pense que je laisserai Catherine commencer sur cette question-là. J'ai l'impression que c'est logique, étant donné justement son rôle à vivre en ville, puis peut-être que puis leur implication pas de problème, dans justement cette conversation-là. Puis je vais renchérir après. Parfait. Vas-y, Catherine. Oui, fait que ta question, c'est comment on a aménagé nos villes par le passé, puis comment ça commence à changer, c'est ça? Exact. Bon, par le passé, il y a plusieurs étapes, mais disons qu'au tournant de la Deuxième Guerre mondiale, il y a la démocratisation de l'automobile, puis nos villes, on a eu un boom, hein, on connaît le baby boom, les baby boomers. Alors, on se développe énormément des programmes d'accès au logement qui se traduisent par le développement de banlieues pavillonnaires et une grande dépendance à l'automobile. Et donc, c'est la démocratisation de l'auto. Et on construit les paysages banals, je dirais, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont pensés beaucoup en termes fonctionnalistes, avec une espèce chaque zone a sa fonction. Et là, on perd la mixité de nos noyaux anciens, des noyaux villageois, des cœurs de ville, où on pensait la ville à pied, à cheval. Mais bon, et avec la démocratisation de l'automobile, c'est aussi la multiplication de ces boîtes en acier énormes dans notre espace qu'il faut placer. Et donc, j'aime bien la réduire à sa notion d'objet, mais elle prend énormément de place également dans la culture. Et ça devient le symbole de la responsabilisation d'avoir une voiture et une maison. Et c'est le trajet qu'on sent que tous doivent suivre. Bon, on se rend compte que ça répond à des besoins légitimes quand même, des besoins de se loger, le besoin en espace extérieur de qualité. Néanmoins, la forme que ça prend consomme énormément de territoire. Donc, la densité de nos villes diminue énormément et dans le fond, nos villes grossissent, mais beaucoup plus vite que la population. Puis c'est la même chose pour le parc automobile. Donc, on consomme énormément, et puis pas juste le sol, pas juste les voitures. Là, je pense qu'il y a, il y a cette société consumériste qui suit aussi. Mais bref, finalement, on consomme énormément de territoire, puis on se rend compte que ça a des impacts sur notre santé. On est très inactif. Bon, on consomme beaucoup de territoire. On est éloignés les uns des autres. Il y a de l'isolement. Puis ça nous coûte cher aussi en transport. Et finalement, on a 2 voitures par ménage, voire 3, 4 quand les enfants deviennent autonomes. Et on construit, à chaque fois qu'on a des besoins en logement, finalement, on consomme toujours plus de milieux naturels, de territoires agricoles. Bon, ça, c'est le portrait un peu caricatural, mais quand même un peu catastrophe auquel on a fait face. Et on se rend compte c'est ça. En plus, on émet énormément de gaz à effet de serre. Les distances se sont accrues. On habite de plus en plus loin de nos destinations. Plein de quartiers n'ont pas d'épicerie. Donc ça, c'est notre héritage. C'est avec ça avec ça qu'on est pris. Maintenant, est-ce qu'on peut travailler avec ça? Absolument, absolument. Il y a de l'espoir. Premièrement, il y a des quartiers où, on le voit, les habitudes de déplacement sont déjà sobre en carbone. Donc, ces milieux-là, ce sont les milieux qui offrent une mixité d'activités, qui offrent des infrastructures de transport actif, qui sont à proximité du transport en commun, puis qui offrent une certaine compacité du cadre bâti, où finalement, les activités sont plus proches les unes des autres, les logements sont plus proches les uns des autres, ce qui fait qu'on a des moins grandes distances à parcourir pour aller au travail. Donc, pensons aux quartiers centraux, bien sûr, mais aussi aux anciens noyaux villageois à partir desquels se sont développés la plupart de nos banlieues. Donc, il y a des quartiers qui offrent ces modes de vie-là déjà, et on le voit encore aujourd'hui, il y a une plus forte propension à la marche, à utiliser le vélo dans ces quartiers-là. Maintenant, il y a nos banlieues matures qui ont commencé déjà à se transformer
À Québec, on peut penser à Sainte-Foy. À Montréal, il y a le Vieux-Longueuil et ça commence à déborder. Donc, et quand il se transforme, Catherine, quand il se transforme, ça veut dire qu'elle brise l'idée de la fonctionnalité, donc de la séparation par fonction pour aller vers une mixité. Est-ce que c'est ça que tu vois? Ça veut dire quoi, ce qui se transforme? Ben, en fait, ce qu'on va remarquer, souvent les gens vont penser qu'il faut plus de mixité dans les quartiers pour réduire les distances, donc on va amener plus de commerce dans les quartiers résidentiels. Mais en fait, il y a énormément de territoires qui ont été développés pour que du commercial, puis c'est souvent des destinations, donc on va vouloir rapprocher les gens des destinations, donc construire plus de logements, faire des quartiers agréables, là où en ce moment c'est plutôt hostile, par exemple nos strips commerciales, les boulevards Tachereau de ce monde, les boulevards Amel de ce monde. C'est des endroits qu'on va vouloir repenser à échelle humaine. Donc, c'est vraiment reconstruire la ville sur elle-même à partir de ces lieux-là qui offrent déjà une certaine mixité puis qui sont quand même tissés. Tu sais, il y a pas d'énormes fractures entre les quartiers résidentiels puis ces zones commerciales-là, contrairement à des 10-30 de ce monde ou des galeries de la capitale qui sont quand même très isolées. Je crois que les galeries de la capitale... on pourra en reparler. Dis-moi. Mais finalement, ça va être de rapprocher les logements des destinations existantes. Puis c'est un peu l'idée qu'il y a derrière les TOD à Montréal, mais si vous voulez, on pourrait en parler parce que tous les TOD ne sont pas égaux. Les Transit Oriented Development, là. Ça, c'est l'idée, des de rapprocher qui sont autour d'une station de train ou de métro, c'est ça? Autour du transport structurant de transport en commun qui est fréquent. Puis le train, il répond pas nécessairement à ça. Donc, bon, c'est pas nécessairement ce qui a été planifié qui est le plus optimal. Mais la logique est là, effectivement. OK. Je vais demander à Charlotte de compléter la réflexion de Catherine sur cette évolution-là. Catherine est en train de nous amener vers le fait d'amener des logements là où il y a des commerces et non pas seulement amener des commerces là où il y a des logements. Donc, repenser, revoir la ville. Qu'est-ce que ça t'inspire, Charlotte? Vers où on s'en va? Qu'est-ce que tu vois dans cette croissance urbaine-là repensée? Oui, ben ça m'inspire beaucoup. J'ai laissé Catherine commencer parce que Catherine est à vivre en ville, puis je me considère comme une élève de l'approche vivre en ville. Tous ceux qui ont étudié au tournant des années 2000 et années 2010, je pense qu'on ont hérité de ces études-là, de tous les travaux du Vivre en ville, en fond. Puis, effectivement, tu sais, Catherine, tu as bien décrit les principes, je pense, qui vont guider maintenant là, la croissance. En fait, c'est plutôt, je dirais que c'est des principes souhaités parce que c'est vraiment pas appliqué de façon égale. Je pense que justement, où on s'en va, peut-être qu'avec cette grande conversation-là sur l'aménagement, je pense que là, je lisais une citation de Sylvain Gariepi, qui est le président de l'Ordre, qui disait qu'en fait, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, elle offre toutes sortes de leviers pour encadrer la croissance urbaine de façon plus durable. Mais par contre, elle oblige à rien. Donc, il y a beaucoup d'inégalités dans l'application de ces principes-là, un peu partout. Puis je pense que, bon, justement, de se concerter, donc vraiment d'appliquer ces principes-là de façon plus concertée, c'est vraiment une ligne directrice là, pour une croissance urbaine durable pour l'avenir. Puis, dans le petit document que tu nous as envoyé, Diane, de préparation sur justement la première question sur la croissance urbaine, ça m'a fait penser, ça m'a tout de suite rappelé notre code de déontologie aux urbanistes. Okay. Je me suis dit que ce serait intéressant de peut-être lire l'article 4 du code de déontologie. Ça peut paraître tellement plate comme ça pour tout le monde, mais c'est super intéressant. Ça se lit comme suit. L'urbaniste doit tenir compte de l'équilibre des milieux humains, socio-économiques et physiques concernés. Il doit toujours considérer l'environnement naturel et construit comme une ressource d'intérêt public, limitée, fragile et irremplaçable. Donc ça, c'est comme dans les premiers articles du code qui va guider notre pratique. Si seulement ça pouvait ça aussi être appliqué de façon plus systématique. Donc, c'est ça, je pense que les principes, je retiens de ça les principes
d'équilibre des milieux, puis de modération dans notre façon justement d'occuper le territoire, de le consommer. Ça revient un peu à ce que Catherine disait finalement, là. Mais c'est intéressant, donc tu ramènes à la base de la profession, au principe. Ça fait un bon pont vers Justine qui, elle, a les deux mains dedans parce que justement, Catherine, tu nous as fait un portrait. Charlotte, tu nous ramènes à l'éthique, la déontologie, comment on devrait se comporter. Mais Justine, tu vas nous dire comment on peut se comporter quand on est sur le terrain. Parce que toi, tu as un territoire qui est développé à 96 %. Donc, il faut que tu grossisses ta ville alors que 96 % du territoire de Plessisville est occupé. Fait que raconte-nous un peu qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Qu'est-ce que c'est tes défis, les défis de Plessisville? Bien, effectivement, Plessisville est une ville toute petite qui est enclavée dans une autre municipalité. Donc, l'étalement urbain, nous, on n'a pas eu le luxe à l'époque de profiter de cette mode-là, mais on a plutôt dû toujours construire sur nous-mêmes. Donc, ça peut donner des maux de tête quand on est justement construite à pleine capacité et que le financement des villes passe par les taxes foncières en très, très, très grande majorité et de plus en plus de responsabilités sont déléguées aux villes. Évidemment, les populations demandent de plus en plus de services et c'est notre devoir d'y répondre. Donc, on cherche à augmenter nos revenus et c'est par la taxe foncière qu'on le fait. Donc, l'étalement urbain, c'est la voie, entre guillemets, qui semble facile à prime abord. On prend des terrains, on fait des quartiers, on récolte les taxes. Mais comme le disait si bien Catherine d'entrée de jeu, il y a des coûts reliés à ça. Le temps perdu dans l'automobile, les saines habitudes de vie qui sont mises de côté, la pollution, vous les connaissez. J'ai beaucoup aimé, Charlotte, quand tu as cité notre président à l'ordre, M. Yariaki, au niveau des leviers. Dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc la loi actuelle qui existe depuis 1979, oui, il y a des outils réglementaires qui ont été ajoutés au courant des années suite à 1979, qui nous permettent de planifier le développement du territoire, justement, qui soit complètement développé comme celui de Plessisville ou pas, mais pour amener de la rigueur et s'assurer de vraiment répondre aux besoins, puis d'utiliser le territoire en vertu de l'article 4 de notre code, donc avec parcimonie et en se rappelant qu'une fois qu'on a transformé le territoire, avant qu'on puisse le récupérer et le valoriser autrement, vous et moi allons avoir, nos enfants vont être grands. Là. Donc, c'est important, les décisions qui sont prises en urbanisme, et il faut vraiment prendre conscience de ça. Il y a également la notion que l'urbanisme est très perçu comme les empêcheurs de tourner en rond pour les villes. Hein, quelqu'un qui se présente à la municipalité pour avoir un permis pour une construction ou même pour des petits aménagements, on est dans l'intérêt privé, autant pour un promoteur que pour un individu. Et les règles sont justement vues comme des règles. Bon, vous m'empêchez d'avoir la piscine aussi grande que je veux, des choses comme ça. Alors que depuis quelques années, on voit que l'urbanisme participatif, démocratique, prend davantage de place et prend de plus en plus à cœur les villes et la population qui s'intéresse à l'aménagement de son territoire. Donc, on voit un changement de paradigme à ce niveau-là, puis c'est fort encourageant pour notre pratique et pour les générations futures. Pour répondre à la question comment on développe un territoire presque entièrement développé, c'est plutôt technique comment je vais m'exprimer, mais vous allez voir, ça va bien passer parce qu'on fait sans doute la même chose dans d'autres sphères de notre vie. Hein, pour quelque chose d'aussi précieux que le territoire, où il y a des êtres humains qui vivent, des riches, des moins riches, des vieux, des jeunes, des familles, il faut prendre le temps d'ausculter le territoire. Donc, pour ce qui est de Plessisville, je vais vous parler de mon expérience. On regarde la carte de toute la ville et on prend le temps de l'ausculter. Est-ce qu'il y a des terrains qui sont sous-utilisés? Est-ce qu'il y a des usines abandonnés ou qui utilisent pas suffisamment leur terrain, qui sont mal localisés, hein, qui amènent des nuisances dans un quartier résidentiel, par exemple. Des choses comme ça. Donc, on répertorie les terrains
en question, chose qu'on a faite à Plessisville. Et une fois ces terrains-là répertoriés, on voit sur la carte, est-ce que c'est à proximité des écoles? Est-ce que c'est une industrie au cœur d'un quartier résidentiel? Est-ce qu'on est proche d'une offre de service? Catherine a parlé tantôt de l'importance de la diversité des usages pour plusieurs bonnes raisons. Donc, on analyse tout ça. Et ça nous permet de voir où est-ce qu'on a des opportunités. Pour notre cas, on a quelques industries autour desquelles, au travers du temps, il y a des quartiers résidentiels qui se sont construits autour. Et maintenant, ces industries-là se retrouvent au cœur de la ville. Elles occasionnent des nuisances. Les gens, les riverains se plaignent. Il y a du camionnage dans les rues, nommez-les. On se retrouve donc avec des problématiques au niveau du bon voisinage, ou peu importe. Donc, il y a lieu de se concentrer sur, pour notre part, ces industries-là, dont une partie s'est même désaffectée. On en parle dans l'article, on parle d'un cas particulier, et d'autres qui sont en activité. Donc là, une fois qu'on a fait cette fameuse carto où on voit nos opportunités, où on pourrait revaloriser ou densifier le territoire, on peut voir les opportunités menaces. Est-ce que l'entreprise est en activité ou c'est un bâtiment abandonné? S'il est abandonné, c'est un peu plus facile de voir à l'acheter ou à l'exproprier ou à voir les possibilités qu'on a comme ville. Si c'est une entreprise en opération, mais il faut voir à la relocaliser ou à s'entendre avec elle. La question des terrains contaminés, fortement important à prendre en considération parce que ça le dit, c'est contaminé. Donc, pour la santé des personnes qui vont peut-être vivre sur un terrain qui a été jadis industriel, il faut prendre le temps de caractériser ces terrains-là et de voir c'est quoi les méthodes de décontamination. Puis, le temps en décontamination est extrêmement précieux. Et le type de contamination également. On peut se dire, ce terrain-là, on pourrait être rendu à le développer dans 15-20 ans. Allons tout de suite vérifier c'est quoi son degré de contamination, etc. Puis on pourrait faire déjà des interventions moins coûteuses, mais plus longues, qui nous permettront d'économiser, mais qu'on va être rendu là dans 15-20 ans, pouf, le terrain va déjà être décontaminé, puis on a économisé des centaines de milliers, voire des millions Ce que j'entends dans ton discours, Justine, c'est plusieurs choses. J'entends des arbitrages. J'entends qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arbitrages à faire. Donc, ça demande une génération de gestionnaires et de politiciens qui sont courageux parce qu'il y a des arbitrages à faire. C'est plus la loi seulement des rentrées d'argent, mais il y a d'autres arbitrages. Puis, j'entends aussi le long terme. Tu sais, on n'est pas habitué à penser pour le long terme. On est habitué à penser, on a cette offre-là, opportunité, action, réaction. Donc, ça demande un autre type complètement. Est-ce que ça demanderait à la tête des villes un autre type? Est-ce qu'il faut une relève de la garde avec un autre type de gestionnaire pour changer ce paradigme-là? Il me semble que c'est peut-être un peu radical ce que je dis, mais j'entends tes propos, puis à un moment donné, est-ce que c'est ça qu'il va falloir pour qu'on aille vers une gestion où les arbitrages sont faits pour le bien commun et où on a une vision dans 15 ans, mettons? Mon opinion, c'est peut-être pas celle de tous, mais ma réponse, c'est pas nécessairement un changement de garde parce qu'on va continuer d'avoir un équilibre où les élus sont là pour 4 ans et ont donc des objectifs parfois à plus court terme ou parfois ils ont réellement une vision à plus long terme. Et une administration, les professionnels, on est là, on représente la continuité et la vision. Ce que je disais tantôt au niveau de l'intérêt grandissant de la population, des collectivités pour l'aménagement de son territoire et son milieu de vie où leurs enfants vont grandir, on entend beaucoup, le souci des générations futures, on en entend parler maintenant. Donc, je dirais que ce changement-là qui s'opère, c'est beaucoup plus ça. Puis ça nous demande, urbanistes comme élus, comme autres fonctionnaires, une grande humilité parce que on a beau avoir une belle expérience, des bonnes idées, de la vision. Une fois qu'on se retrouve devant la population, il peut y avoir des idées différentes, des visions différentes, puis il faut prendre le temps de les écouter parce que c'est eux qui vivent le territoire. Donc, mais oui, ça prend du courage. Ça prend du courage. Je vous donne l'exemple de Plessisville. On est
une petite communauté de 7000 âmes. Donc, les élus, les fonctionnaires connaissent les gens, ont des membres de leur famille, puis c'est pas juste à Plessisville, c'est dans n'importe quelle petite collectivité. Donc, quand on se retrouve avec des dossiers qui sont chauds ou qui sont sujets à débat, moi, je suis pas native de Plessisville, mais quand je vais à l'épicerie, quand je fais mes achats à Plessisville, on m'intercepte, on me pose des questions. Donc, il faut avoir du courage à ce niveau-là, mais ça revient encore une fois à l'intérêt collectif et au fait que le territoire est fini. Puis une fois qu'on prend le temps d'expliquer, pas d'instruire mais tu sais, d'expliquer pourquoi on a telle réflexion, telle vision, habituellement, le débat est tout à fait simple, puis la population embarque. Là. Parlant de courage, j'aimerais ça qu'on parle de logement. Parce qu'en ce moment, il y a un grave problème d'accessibilité, aussi bien de logement que d'accès à la propriété. C'est comme une patate chaude. On voit des situations qui dérapent complètement. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer que les gens aient un toit au-dessus de leur tête? Puis, l'accès à la propriété n'est pas nécessairement une nécessité pour tout le monde, mais il faut quand même qu'on ait tous un toit au-dessus de notre tête. Donc, Charlotte, j'aimerais ça que tu nous parles de quelque chose qui est un concept qui est peu connu, ou en tout cas dont on ne parle pas beaucoup. C'est les fameuses petites maisons, mini-maisons. Je ne dis pas que c'est une solution à tout, mais qu'est-ce que c'est exactement et dans quel contexte est-ce que ça pourrait être intéressant pour compléter l'offre d'habitation qui existe déjà? Oui. D'abord, c'est ça, la question des petites maisons. Donc, je vais utiliser le terme unité d'habitation accessoire. C'est sûr que ça fait partie de tout un panel de solutions. C'est pas la clé, puis ça ne réglera pas dans l'immédiat la crise du logement, c'est bien certain. Peut-être décrire rapidement ce que c'est. Dans le fond, nous, à l'ARPA, on s'est pas mal intéressé à ce type d'habitation-là dès le début, justement parce qu'on aime beaucoup, on s'intéresse beaucoup aux banlieues. Puis on se demande, dans le fond, comment on peut faire évoluer ces vastes secteurs-là avec, c'est ça, là, on s'imagine très bien le portrait, là, une succession de maisons unifamiliales et tout ça, en gardant le caractère, parce qu'il y a des gens qui recherchent ça, puis c'est bien correct, tu sais. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour, c'est ça, faire évoluer ces secteurs-là vers, justement, dans une perspective un petit peu plus durable, puis aussi en reconnaissance de l'évolution des besoins des ménages. Tu sais, c'est ça, les besoins changent. C'est moins facile que c'était d'accéder à la propriété. Entre autres aussi, il y a le phénomène de vieillissement de la population et tout. Donc, voilà, les besoins, les aspirations changent. Puis donc, tout ça pour dire que l'implantation de ces petites habitations-là, habitations secondaires dans ces secteurs-là, peut faire partie de la solution. Donc, une UHA, une unité d'habitation accessoire, c'est un logement secondaire qui vient s'implanter sur un lot où on retrouve déjà un bâtiment principal. Donc, très, très typiquement, on pense à la maison, l'habitation intergénérationnelle, le bachelor, le pavillon de jardin, le granny flat, comme on dit en anglais. Le terme unité d'habitation accessoire, on l'a complètement inventé, là, mais en fait, c'est calqué sur le terme anglais qui est vraiment acquis là, dans le vocabulaire, c'est Accessory Dwelling Unit. Puis c'est ça, au Québec, c'est très peu répandu encore comme pratique. On retrouve souvent la possibilité dans les règlements de zonage de faire d'aménager un logement intergénérationnel chez soi. Par contre, c'est souvent des normes qui sont très contraignantes, puis c'est difficile d'aboutir à un projet parce que c'est pas viable financièrement, parce que c'est pas faisable avec, tu sais, quand il faut que tu respectes telle norme, c'est contraignant, ça décourage les gens. Donc voilà, c'est encore
très, très peu répandu au Québec, là. Par contre, ça commence. On voit qu'il y a de l'intérêt depuis quelques années. On se fait poser beaucoup de questions. On a publié, on a fait une petite recherche là-dessus il y a quelques années. On a comparé un peu justement là, les pratiques de villes en Amérique du Nord qui s'étaient dotées d'un cadre réglementaire habilitant pour permettre les UHA. Puis on a un peu retracé toute l'évolution de ces règlements-là. Donc, au départ, les normes qui ont été implantées, comment elles ont évolué. Donc, les amendements qui ont été faits pour arriver justement à une espèce de certaines conclusions qu'on pourrait diffuser justement, donc des bons apprentissages de villes pionnières qui s'étaient lancées là-dedans. Puis c'est ça a été bien reçu, là, ça a piqué la curiosité des gens, puis on se fait contacter par beaucoup de gens. On très loin, oui. À Ottawa, c'est permis. Est-ce que je me trompe? Oui, non, c'est ça. En Ontario, la loi, l'équivalent de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme oblige les villes à permettre on va le dire comme ça, là, à permettre les UHA. Donc, c'est pas possible d'aller en Europe. De l'autre côté de la frontière, c'est quelque chose qui est permis. Donc, oui, absolument. Ottawa, c'est une des villes pionnières, puis c'est vraiment un super bel exemple. On pourrait y revenir, là, mais en gros, au Québec, c'est pas vraiment encore quelque chose qui est acquis. Par contre, ça commence, c'est ça. Donc, récemment, nous, l'année passée, on a accompagné la ville de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud. Puis c'est une belle histoire parce qu'en fait, eux autres, ils ont fait preuve de sensibilité. Ils ont écouté leurs citoyens. Ils ont remarqué qu'il y avait de plus en plus de demandes pour aménager des UHA dans les différents secteurs de la ville. Puis ils ont fait le constat qu'en fait, sur comme 10 demandes, il y en a 9 qui aboutissaient pas parce qu'il y avait un découragement, parce que c'est trop contraignant. Bon, voilà. Donc, ils se sont dit, OK, ben, on va optimiser notre cadre réglementaire pour qu'il y ait une majorité de ces projets-là qui aboutissent. Puis donc, on a travaillé avec eux pour, bon, c'est ça, un peu actualiser leurs normes et tout ça. Puis, donc, c'est ça, bon, le processus a été ralenti à cause de la crise actuelle, mais donc, on a confiance que ça va aboutir puis que ces normes-là vont entrer en vigueur bientôt. Mais c'est ça, donc nous, on s'est beaucoup inspiré du Code d'Ottawa parce qu'Ottawa, on trouve qu'ils ont quand même très bien fait les choses, donc ils ont pris leur temps justement, puis ils ont beaucoup consulté leur population. Eux autres, ils se sont dotés d'un cadre très, très habilitant, donc pas juste des logements en sous-sol, il y a la possibilité aussi de construire un petit pavillon de jardin pour héberger, soit on s'imagine un parent vieillissant, mais c'est pas obligé d'être un parent vieillissant. Ça peut aussi être un étudiant, un jeune couple. Tu sais, bon, il y a toutes sortes de possibilités. Ça étend la palette d'accessibilité d'avoir ça. Ben oui, c'est ça. Donc, si on revient à la question de l'abordabilité, je pense que, bon, les UHA peuvent, oui, jouer un rôle. Par contre, c'est ça, il y a des solutions pas mal plus structurantes à mettre en place pas mal plus rapidement. Mais à long terme, c'est super intéressant de se dire que, bon, on permet ça plus largement, puis ça va permettre aussi des arrangements familiaux, plus adaptés peut-être, puis permettre peut-être à certaines personnes d'accéder à la propriété s'ils ont la possibilité de louer ce logement-là à quelqu'un. Bon, voilà, il y a toutes sortes d'avantages, de bénéfices. C'est une illustration du fait qu'il faut effectivement faire preuve de créativité puis aussi adapter la réglementation. Catherine, de ton œil plus pan-québécois, qu'est-ce que tu vois émerger au niveau de l'accessibilité? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des municipalités qui sont plus avancées que d'autres dans leur réflexion sur autant l'accessibilité au logement qu'à la propriété? Oui. Bien, je pense déjà, quand on pose la question, tu sais, être locataire, être propriétaire, je pense qu'il y a toute l'idée il faut multiplier les solutions alternatives à tout ça. Puis, tu sais, souvent, on parle d'être locataire par défaut en attendant d'avoir de piler puis de mettre les moyens pour être propriétaire. Puis, quand on est propriétaire, ben finalement,
ben on est enfin rendu là, mais en même temps, on participe à la dynamique spéculative, puis finalement, on contribue à renforcer les écarts de richesse, puis le rapport de force locataire-propriétaire, puis on est comme pris un peu là-dedans, puis il y a des modèles qui fonctionnent autrement, puis j'ai des collègues qui l'ont documenté. Je ne suis pas la spécialiste du logement abordable à vivre en ville, mais on a un laboratoire de solutions sur comment multiplier le logement abordable et durable. Parce que, tu sais, la ville durable, finalement, est-elle réellement abordable? Pour l'instant, je vous dirais que c'est dans les quartiers centraux qu'on s'en sort le mieux en termes de durabilité. Mais en termes d'abordabilité, c'est pas le cas. Donc, tu sais, déjà là, multiplier les solutions alternatives au Québec, ça commence à se multiplier. Il y a différentes initiatives. Elles sont pas parfaites, mais je pense qu'on peut le souligner. Il y a notamment le principe de solidarité dans le partage de l'espace et de l'accès à la ville. Puis on peut penser au règlement de la métropole mixte, Montréal mixte, qui a mis en place une proposition. C'est sûr qu'il faudrait que ce soit une proposition éventuellement régionale, voire nationale. Nous, c'est une proposition qu'on fait dans le cadre de la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement, là, d'avoir l'inclusion obligatoire de logements abordables dans les constructions neuves. C'est pas parfait, puis ça prend d'autres solutions complémentaires, on se le cachera pas. Mais il y a aussi le modèle français qu'on a étudié, qui ont, dans la loi, il impose à plusieurs municipalités de disposer d'un nombre minimum de logements sociaux. Ça peut être proportionnel au nombre de logements développés, au nombre de résidences principales dans le territoire. Mais sinon, il y a d'autres plus petites initiatives au Québec, comme selon le principe de partage des risques et des plus-values. Il y a les coopératives à capitalisation partagée, développées par l'organisme Vivacité. Ils ont un projet en cours à Lac-Mégantic, entre autres. Il y a aussi des coopératives de propriétaires, comme à Sherbrooke. Puis on pense aussi… Je vais peut-être expliquer c'est quoi la coopérative à capitalisation partagée, parce que c'est pas quelque chose qui est encore très répandu. C'est que c'est une coopérative de propriétaires, donc on est propriétaire de notre espace, mais quand la coopérative Vivacité va payer la mise de fonds, ce qui fait qu'au moment où je revends, il y a une grosse partie de la plus-value, c'est-à-dire presque 70%, qui retourne à Vivacité. Donc, je retrouve le capital que j'ai plus une petite plus-value, mais le reste va à Vivacité pour garder l'abordabilité. L'idée, c'est que chaque fois qu'un propriétaire quitte, on n'a pas besoin d'augmenter le prix de vente pour le propriétaire d'après, et on s'arrange aussi pour que les gens qui vont acheter ces propriétés-là veulent pas de la spéculation. Pour eux, la maison n'est pas un véhicule d'enrichissement. Donc, c'est ça la première expérience au Québec va se faire effectivement à Lac-Mégantic, d'avoir ces logements, ces propriétés-là qu'on veut garder abordables le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'ils disent capital partagé, parce que la plus-value reste majoritairement à Vivacité pour racheter et faire la prochaine mise de fonds. Ça, merci, Diane. Ben oui, c'est un bon complément, puis t'en connais plus que moi. J'ai dit à mes collègues, aidez-moi à trouver des exemples. Ben, c'est ça, je voulais t'aider parce que merci. C'est compliqué à expliquer quand on… Oui, mais c'est ça, il n'y a pas de solution unique. Puis il y a des solutions qui vont déclencher d'autres problèmes, mais il y a une certaine prise de risque à mettre en œuvre des nouvelles solutions, puis à tenter. Puis c'est ça, tu sais, le règlement que Montréal met en place pour l'inclusion de logements abordables, ben c'est à l'échelle de Montréal, il va y avoir des impacts vu que c'est pas à l'échelle régionale ou nationale, mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Puis le gouvernement du Québec est à la traîne sur ce dossier-là, puis on l'a vu dans l'actualité pas plus tard qu'aujourd'hui. Je pense que moi j'ai participé à certains chantiers de la stratégie nationale. Des rencontres plus à l'interne, mais la population, puis vous allez être invité à y participer aussi à cette conversation-là. Puis oui. Moi, j'ai dit au gouvernement, mais vivre en ville, dit au gouvernement, excusez, ça me passionne, mais il faut que l'habitation soit un geste intentionnel. Là, vous laissez aller le marché, mais le marché a des failles, c'est visible, puis c'est à ça que ça sert les politiques publiques. Quand on est dans une logique, quand même, je ne m'étendrai pas sur la science politique, mais il y a quand même une défaille du marché, puis on est justifié d'intervenir dans ce cas-là. Puis le gouvernement du Québec n'est pas assez fort sur la question de l'habitat. Puis je pense que la stratégie nationale est le moment de dire on veut loger durablement et de manière abordable les Québécois.
Justine, Bien dit, Catherine. Comment tu te débrouilles, Justine? Comment vous vous débrouillez à Plessisville pour côté accessibilité à la propriété puis logement abordable? Ben, pour Plessisville, il y a des logements à 500 $, il y en a beaucoup. Donc, donc c'est pas les mêmes enjeux. Mais tout de même, tu sais, Catherine a extrêmement bien décrit la situation. Si Montréal vient de se doter d'un règlement, on comprend que c'est parce que c'est encore dans le domaine des premiers balbutiements en termes de pouvoirs municipaux. Ce qui existe, c'est les offices régionaux d'habitation ou les offices municipaux d'habitation qui, eux, gèrent tout ce qui est HLM et les villes ont siège sur les CA de ça pour s'assurer de pouvoir participer aux décisions parce que ça a des impacts pour notre collectivité. Quand il y a des organismes, au niveau des programmes qu'il y a au niveau de la SHQ, Société d'habitation du Québec, il y a un programme qui s'appelle Accès-Logis qui permet à des groupes ou à des organismes ou à des OBNL de se former, chose qu'on voit un peu partout au Québec, pour pouvoir émerger des complexes ou des logements abordables sur leur territoire. Puis pour avoir du financement, ces organismes-là peuvent aller chercher du financement, notamment auprès des villes. Et ça peut être autant en argent qu'une ville qui détient des terrains, qui peut donner le terrain, donner des crédits de taxes, donner des immeubles. Donc, c'est ce genre de véhicule-là au niveau des villes qu'on pourrait détenir. Sinon, ben, encore une fois, dans la réglementation d'urbanisme, on peut prévoir du multilogement ou des types d'habitations qui nécessairement vont être plus petites et donc offrir des coûts plus accessibles. Mais justement, c'est pas là, on parle pas ici d'accessibilité à toute une palette de types de logements, mais seulement une minorité. Et c'est avec le coût du marché. Ce qu'on tente, on parle dans l'article du projet qu'on aimerait pouvoir faire émerger sur un terrain actuellement abrité qui accueille une entreprise en activité en ce moment. C'est que le coût au pied carré à Plessisville ne se vend pas cher. Donc, c'est de parvenir à le développer et de pouvoir y offrir une palette de logements, de maisons arrangées avec des aménagements de qualité, avec des connectivités piétonnes et cyclistes auprès des écoles, des centres commerciaux. Donc, il y a la notion d'abordabilité et il y a la notion de pas avoir besoin absolument d'une voiture et de pas être dans un quartier nécessairement éloigné pour avoir accès à ces logements-là, mais justement d'avoir une mixité puis de briser les barrières. Donc, il y a plusieurs concepts qu'on détient dont on a le pouvoir au niveau de la réglementation, de la planification du développement du territoire, mais c'est un enfant pauvre, là. Il y a des choses qui doivent être faites dans le cadre de la conversation pour la nouvelle stratégie à ce niveau-là, assurément. Je me rends compte que j'ai oublié de vous inviter à poser des questions. Je suis vraiment désolée. Alors maintenant, je prends une pause de mes propres questions et je vous invite à poser des questions, soit en levant la main, soit en le mettant dans le chat. On est toutes oui, que ce soit une question pour Catherine, pour Justine, pour Charlotte ou pour les trois en même temps. Par rapport à leurs défis, par rapport à ce qui est possible, ce qui est souhaitable en question d'aménagement du territoire en cette année de conversation. Moi, j'en ai une question, Diane. Peut-être pour Justine, parce que, puis tu y es revenue là, tout récemment, on a parlé des arbitrages qui étaient parfois difficiles, puis de la difficulté particulière quand on regarde sur notre territoire, puis il y a des lots avec des entreprises en activité qu'on voudrait convertir, puis dont on voudrait changer, disons, l'usage. Comment vous travaillez pour convaincre ces gens-là? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a une écoute? Puis comment on fait pour petit à petit convaincre ces gens-là de bouger finalement? Parce que dans plusieurs cas, ça veut dire déménager. Donc, la question, c'est pour une entreprise qui est en activité. Donc, c'est une question complexe. Puis en passant, c'est pas pour faire de la promo, mais on est accompagné par Vivre en ville dans le cadre d'un programme Oui dans ma cour.
pour justement nous accompagner. Qu'est-ce qu'on fait pour je disais tantôt, pour ce qui est des petites collectivités, mais ça s'applique sans doute dans les plus grandes, il y a des tissus serrés. Dans le cas de l'entreprise en question à Plessisville, il y a un historique. C'est une entreprise qui est là depuis environ 80 ans. Donc, ça fait partie du patrimoine, veut pas, de la ville. Une famille qui est aimée de la ville. Donc, faut faire attention. On veut être délicat. On veut pas se mettre à dos l'entreprise. Mais il en demeure pas moins que son emplacement est vraiment en plein cœur de la ville. Ça rejoint un pôle, le centre commercial, l'épicerie et le noyau villageois, le centre de la ville. Et bon, en ce moment, ça crée de la poussière, du camionnage, des choses comme ça. Donc, quand on regarde, justement, tantôt quand je parlais de la carto, là, quand on fait notre étude d'opportunité, ce terrain-là, il est apparu comme il faut absolument qu'on le priorise parce que au niveau de la connectivité, de l'emplacement, de la proximité avec les différentes destinations, les services, il y a de quoi faire. Mais il faut savoir être patient en urbanisme, autant pour planifier nos projets que pour voir les impacts de nos projets. Et c'est dans le cas de ce projet-là, on a commencé par faire de la consultation ciblée auprès de la population. Évidemment, on a fait des rencontres avec l'entreprise pour voir si elle était ouverte à éventuellement déménager, si on pouvait lui trouver un terrain ailleurs, mieux localisé dans le parc industriel, des choses comme ça. Mais ça requiert des coûts, puis ça requiert une ouverture de la part de l'entreprise. Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Une fois qu'on a notre diagnostic à ce niveau-là, bien, on a fait une consultation, mais pas ouverte à tous pour commencer, mais une consultation avec des représentants de toutes les parties prenantes de la collectivité pour avoir le pouls avant d'aller devant un public complet. On a invité les propriétaires de l'entreprise, bien entendu, des représentants de familles, d'organismes communautaires, de propriétaires d'entreprises, d'élus, simples citoyens, etc., pour s'exprimer sur, regardons le terrain, regardons les besoins de la ville, etc. Qu'est-ce que vous pensez qui serait requis à cet endroit-là? Et bien, ce soir-là, les propriétaires d'entreprises ont bien entendu les gens s'exprimer sur pourquoi ça vaudrait la peine que ce terrain-là change de vocation puis soit donné à la ville. Donc, ce qu'on essaie aussi de faire miroiter, puis c'est pas du bluff, c'est vrai, ça serait tout un leg. Après 80 ans d'activité, on se ramasse au cœur d'une municipalité qui est la nôtre, qui nous a fait fleurir comme entreprise. On peut se relocaliser ailleurs avec l'aide de la municipalité et voir là, 80, 100 familles s'épanouir, emmener une nouvelle démographie, des emplois, donc des employés pour nos entreprises, dis-je bien. Donc, c'est aussi de faire comprendre, ou en tout cas de convaincre c'est quoi la vision de la ville à ce niveau-là. Mais il faut être patient. Après cette consultation plus intime-là, on a pu voir quelles étaient les contraintes, etc. Et là, on a fait une consultation où tous étaient invités, mais c'est une consultation encadrée, dans le sens que c'est des tables où tous participent. Donc, on fait vraiment travailler le cerveau puis les bonnes idées de tout un chacun, promoteur, simple citoyen. Donc, et encore une fois, les propriétaires de l'entreprise ont bien voulu se prêter au jeu puis venir entendre ce que la population avait à dire. Puis bon, on laisse mijoter quelques mois, là. Tu sais, c'est d'y aller lentement, mais sûrement pour que ça se fasse rondement, parce qu'on veut pas non plus que ça soit un traumatisme dans la collectivité, hein. Donc, en gros, ça serait ça. Je pourrais continuer longtemps, là. Bien, merci, Justine. On a une super question de Marie-Pierre. Alors, Marie-Pierre, je vais la poser à tout le monde, mais je pense que Charlotte et Catherine vont peut-être être plus tentées de répondre. Comment est-ce qu'on conjugue cette nécessité de densifier la ville et l'appel de la nature né de la pandémie? Donc, on a comme une tension entre la nécessité de dire, effectivement, il faut recycler et maximiser le territoire qu'on a, mais la pandémie nous a juste donné envie de vivre dans le bois avec personne autour. Donc, est-ce que c'est juste une situation temporaire puis on continue à densifier ou on densifie en pensant à l'appel de la nature? Moi, j'aimerais commencer par dire que c'est des envies légitimes.
vraiment. Puis je l'ai, moi aussi, c'était peut-être de la nature. Mais premièrement, tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans, là, mais tu sais, je pense que c'est là de tout temps, là. La pandémie, c'est un contexte particulier, mais je pense que cet appel de la nature, il est là de tout temps. Puis je pense que ben, nous, ce qu'on recommande souvent, c'est de faire que tous ont accès à cette nature-là, puis pas de laisser ça à des privilégiés qui ont l'opportunité de faire du télétravail ou qui ont, tu sais, c'est ça, ou qui font le choix bon, de s'établir ailleurs, mais de faire pénétrer la nature en ville, des coulées vertes et bleues, préserver les grands parcs urbains qui ont une densité significative autour. Donc, il y a cette notion-là aussi. Puis sinon, tu sais, cet appel de la nature-là, ben aujourd'hui, on a des rues qui portent le nom des arbres. Tu sais, l'étalement s'est fait sur des milieux naturels, sur des milieux humides, sur notre territoire productif. Fait que les municipalités ont la responsabilité. Puis le territoire qui est actuellement urbanisé, il est très lâche. Hein? C'est un tissu très troué d'infrastructures routières, de grands stationnements. On a une responsabilité d'en faire des paysages significatifs. C'est notre territoire, c'est notre Québec. On doit utiliser la croissance que connaissent les villes périphériques peut-être pour repenser ces paysages banals-là plutôt que d'urbaniser des nouvelles forêts, d'urbaniser des nouvelles terres agricoles. Donc maintenant, si c'est des maisons qui existent, la municipalité n'a rien à dire. C'est plus les nouveaux logements, les nouvelles personnes qu'on accueille. Puis moi, j'ai eu des appels de municipalités qui disent on a une croissance incroyable grâce à la pandémie, on avait tout planifié, puis là, ben, les gens arrivent. Mais ce qu'ils me disent, c'est nous, on va les accueillir sous forme de villégiature. C'est ça que les gens veulent. Mais leur périmètre urbain, il est banal. C'est une strip commerciale comme dans toute banlieue. C'est des garages. C'est pas réfléchi parce que ce que les gens aiment, c'est vivre dans le bois. Ben moi, j'ai envie de leur dire, on peut-tu verdir votre périmètre urbain? On peut-tu le repenser? On peut-tu le rendre agréable? On peut-tu faire en sorte qu'il y a des gens qui peuvent se passer de la deuxième voiture dans votre ville puis vivre à pied en partie puis aller à pied à l'école? Si on s'en va en région, c'est aussi pour vivre une vie plus organique à pied, de proximité, mais finalement, on se ramasse toujours dans notre voiture, dans des déserts alimentaires parfois alors qu'on est en plein territoire agricole parce qu'il n'y a pas d'épicerie à proximité. Fait que j'ai envie de dire, allons-y en nature, mais il y a une publication que j'aime bien qui dit « Habiter la campagne sans la détruire ». Comment on fait ça ensemble? On a fait des propositions, entre autres, pour la MRC de la Nouvelle-Beauce, en plein territoire agricole, reconstruire le village sur le village. Ça existe. Bien, merci, Catherine. Je retiens l'image d'un développement qui est lâche, lousse et qui a des trous qu'on pourrait verdir. Tu vois, je n'avais jamais pensé à cette image-là. Je la trouve quand même assez forte. Charlotte, qu'est-ce que tu répondrais à Marie-Ève à propos de cette tension-là? Je pense que Catherine t'a vraiment bien résumé ma pensée aussi, là. Je pense qu'au début, en fait, au printemps dernier, puis pendant l'été, on a beaucoup parlé de droit d'accès à la nature. Puis je pense que c'est pas nécessairement un sujet qui était comme largement discuté au Québec. Effectivement, là, moi, je crois, je comprends l'envie d'aller se réfugier en forêt, de respirer l'air pur puis d'avoir la sainte paix. Par contre, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Puis ça, justement, ces écarts-là ont été exacerbés pendant la pandémie. Puis je pense que c'est vraiment important de rester justement solidaire dans la façon d'aborder cet enjeu-là. Puis justement, le principe de droit d'accès à la nature est super intéressant. Tu sais, en Scandinavie, dans certains pays, c'est un droit constitutionnel. Les gens ont le droit de profiter des espaces verts indépendamment du statut foncier là, de ces espaces-là. Donc, si c'est des terrains privés, ben, les gens ont quand même le droit, en respectant évidemment certains principes de respect de l'environnement et tout. En Angleterre, le right to roam. Donc, ça, je pense que c'est des pistes aussi qui sont quand même très intéressantes. Encore une fois, on est loin de ça, mais je pense que ça vaut la peine de s'y pencher aussi, là, pour un peu en complément à ce que Catherine disait. Merci, Charlotte. Je vais citer Sébastien, puis après ça, je vais donner le mot de la conclusion à Justine. Sébastien nous parle des infrastructures vertes.
les végétaux, la gestion des eaux de ruissellement, qui peuvent aussi jouer un rôle pour rapprocher les citoyens de la nature. Effectivement, on aime beaucoup entendre de plus en plus parler des infrastructures vertes. C'est bien parce qu'il y avait les infrastructures, les ponts, les routes. On parle des infrastructures vertes et puis il y avait Biden qui parlait des infrastructures humaines quand il parle d'investir dans les garderies, par exemple. Donc, c'est bien, on commence à élargir la notion d'infrastructure. Justine, je vais finir avec toi. Juste, Diane, je vois qu'il y a une main là, qui s'est... Oh, pardon, oui. On peut peut-être le Vas-y, prendre. Diane, pardon. Je m'excuse. Mais non. Merci, c'est bon, désolé. D'abord, merci beaucoup pour cette soirée super. Je souhaiterais que quand le clonage sera inventé, j'aimerais qu'il y ait des Justine Fecteau dans toutes les municipalités du Québec, s'il vous plaît. Ses sœurs jumelles et sa descendance aussi, s'il vous plaît. J'ai une question un peu rapide. Dans la conversation nationale sur l'aménagement du territoire, est-ce que avec l'augmentation du parc automobile, est-ce que Catherine appelait tout à l'heure les grosses boîtes de métal, j'ai beaucoup aimé ça, la grandeur, la grosseur des voitures qui est en constante augmentation, on a encore des statistiques cette année, est-ce que, puisque c'est un lien direct avec l'aménagement du territoire même, c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce, est-ce que ce sera un chapitre complet de cette réflexion-là ou c'est déjà enclenché? Ça, c'est ma première question. J'ai une deuxième petite question rapidement aussi. Est-ce que la science nous dit qu'un aménagement de qualité fait à échelle humaine qu'on commence à voir de plus en plus peut-être dans les quartiers centraux de Montréal, dans certaines municipalités. Est-ce que ces gestes-là qui sont faits avec courage, souvent par des élus ou par des groupes dans les municipalités, est-ce que c'est un lien direct avec l'augmentation de la valeur des maisons et la surchauffe du marché? Est-ce que la science nous le dit en ce moment? Merci beaucoup. C'est ça, il y a la voiture. Est-ce que la voiture est dans le débat? Et est-ce que des aménagements de qualité ont un lien direct avec la surchauffe du marché? Mon petit doigt me dit oui, mais j'aimerais ça entendre des urbanistes sur le sujet. Alors, je vous laisse répondre, mesdames. Catherine, veux-tu y aller? Ou oui, mais peut-être sur la deuxième question. Là, premièrement, c'est sûr que les transports font partie de la réflexion. Par contre, la taille des voitures, nous, ça fait longtemps qu'on recommande un bonus-malus. La CAQ n'est pour l'instant pas favorable. Mais c'est le minimum à l'achat. Puis après, il y a l'idée de taxe kilométrique. Puis tout ça, ça fait longtemps qu'on en parle là, avec nos partenaires, l'Alliance Transit, entre autres. Sinon, sur le lien entre les milieux attractifs et l'augmentation de la valeur, oui, ça oui. Plus un milieu va être attractif, plus il va y avoir de la demande, plus ça va faire de la pression, puis finalement, ça va augmenter les prix. Mais ça dépend de ce qui est attractif finalement. Mais actuellement, c'est clair qu'il y a de la demande pour ces milieux-là à échelle humaine, donc multiplions-les. Et multiplions aussi l'offre de logement dans ces milieux-là pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Oui, du logement abordable, mais je vous ai pas parlé aujourd'hui de tout le mouvement YIMBY, Yes in my backyard. C'est les municipalités qui connaissent énormément de pression en Amérique du Nord, entre autres, puis en Europe. Il faut bien loger le monde quelque part. Donc, il y a tout un mouvement de construisons. Puis, c'est un peu en réponse aussi au NIMBY, hein, pas dans ma cour, mais c'est de dire il faut construire plus de logements, abordables ou pas, mais de rétablir l'équilibre du marché. Et donc, on fait souvent un lien entre verdir, c'est éco-gentrifié, donc, faut pas verdir, donc, faut pas rendre les milieux attractifs. Je pense que non, là, quand il y a une attractivité, évidemment que ça a une pression sur les prix, mais augmentons l'offre. Charlotte, veux-tu commenter? Très rapidement, effectivement, je pense que là, on le sait, aussi les mécanismes de financement des villes avec les taxes foncières et tout font en sorte que c'est ça, dès qu'il va y avoir investissement, intervention quelque part, donc si on va améliorer le cadre de vie, il va y avoir une pression accrue sur l'immobilier. Ben ça,
on le sait. Donc, je pense que les villes et les arrondissements là, ont des leviers aussi pour essayer de pallier à ça. Toute l'approche de maîtrise foncière. Donc, tu sais, quand une ville, par exemple, va se pencher un peu plus en détail sur la planification d'un secteur, disons dans le cadre, par exemple, d'un programme particulier d'urbanisme, où là, on va vouloir justement implanter toutes sortes des infrastructures vertes, on va élargir les trottoirs, bon, tu sais, tout ce qu'on peut s'imaginer d'une petite rue charmante du plateau, on a aussi les outils pour justement essayer de limiter les effets de cette pression-là. Notamment au niveau du logement. Les villes peuvent aussi utiliser ces leviers-là pour faire l'acquisition de certains immeubles. Bon, voilà. Donc, on ne s'embarquera pas dans les détails, mais je pense qu'en attendant qu'il se passe quelque chose de plus structurant au niveau provincial, je pense que on peut quand même faire avec ce qu'on a en ce moment. Il y a des limites, c'est sûr, mais justement, on le voit très bien avec le cas de Plessisville que c'est faisable. Voilà. c'est des questions très complexes. Puis, si je peux me permettre d'ajouter, je sais qu'on dépasse le temps, mais c'est une question qui me passionne. Mais si j'ai oublié mon idée. Justine, il va y avoir une stratégie nationale. Dans le poste que tu occupes, puis avec les convictions que tu as, donne-moi 3 choses que tu aimerais qu'ils sortent, 3 décisions dans cette conversation-là. Dans la stratégie nationale d'urbanisme, 3 décisions que tu voudrais voir faire. Ou que, si tu as le pouvoir, lesquelles 3 tu prends? Je vais être rebelle, Diane. Je vais revenir sur quelque chose qui a été dit, mais je vais être hyper brève. Vas-y. On a une rivière qui traverse tout notre territoire dans son milieu. Mm-hmm. Complètement construite le long de la rivière, sauf un parc qu'on a pu ériger de part et d'autre de la rivière et qui donne donc une offre de verdure. Et notre modification qu'on a faite au plan d'urbanisme prévoit que, je vous disais qu'il faut être patient, hein, prévoit qu'à mesure qu'il va y avoir des modifications sur tout ce qui est commercial ou industriel le long de cette rivière-là, on doit donner une grosse bande verte le long de cette rivière-là, accessible à la population. Mais il va y avoir des moments où une industrie, par exemple, va le faire, mais elle ne va pas être reliée des deux autres côtés parce que les autres ne sont pas encore rendus là. Donc, c'est une vision pour mes enfants et les vôtres, là. Mais c'est pour nommer, mais c'est parce on est dans le privé, donc on ne pourra pas intervenir sur tous les terrains à court terme. Donc, c'est juste pour vous imaginer que c'est possible. On ne dérange pas les gens qui sont là actuellement. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils vivent comme ils vont continuer de jouer dans leur terrain, ça n'a pas changé du jour au lendemain pour eux, mais un jour, on va être capable d'offrir un parc linéaire le long de cette rivière-là, accessible à tous. Première chose. Deuxième chose, oui, les quartiers attrayants coûtent éventuellement plus cher. Raison de plus pour s'assurer de la proximité avec toute offre de services. Pour de la verdure, comme le disait Catherine tantôt, tout ce qui est espace vert, et un transport collectif efficace. Un transport collectif qui est efficace et fiable, c'est prouvé que vous ayez l'argent pour vous payer une Mercedes ou pas, vous allez le prendre s'il est efficace. Il y a des modèles comme la Suède qui l'ont démontré beaucoup, donc raison de plus pour faire profiter des économies aux personnes qui une fois le calcul fait, ça peut quand même revenir à quelque chose d'abordable. Pour ce qui est de répondre à ta question, les trois décisions, il y en a sans doute beaucoup plus, mais je voudrais revenir au logement abordable. Il faut que des décisions soient prises clairement au niveau des logements abordables, des pouvoirs soient donnés aux municipalités pour vraiment s'assurer de supporter le développement des logements abordables. Je le disais tantôt, qui dit logement abordable ne dit pas ghetto ou éloignement des services ou de quelconque qualité de vie. Puis ça doit être accompagné d'aide au financement parce que c'est le nerf de la guerre, c'est des promoteurs qui recherchent à rentabiliser leur entreprise et faire du profit. Donc, les villes, on ne peut pas être seules avec les deniers publics à financer ça. Je souhaite également que le développement des terres agricoles facilite la mise en place de micro-fermes, de plus petits lots, tout en assurant la pérennité à long terme de nos terres agricoles qui sont extrêmement
les meilleures terres agricoles au Québec, vous le savez, longe le Saint-Laurent, c'est là qu'on s'est développé également, pas pour rien. Mais il faut qu'on assure que on puisse développer de plus en plus de fermes de famille, de fermes de proximité. Et tout ce qui est forêt nourricière, que dans les villes, densément peuplées ou pas, qu'on ait accès à de l'agriculture de proximité. Et qu'on offre davantage de possibilités de flexibilité pour tout ce qui est projet pilote et innovation. On a tellement des bonnes idées quand on jase, mais c'est pas permis. On en a fait des projets pilotes à Plessisville pour des rénovations éco-énergétiques avec un mode de financement particulier. Il a fallu qu'on se batte longtemps avec le ministère, avec divers ministères parce que c'était pas permis. Mais il faut essayer des choses si on veut innover, si on veut aller plus loin, on a des belles inspirations. Donc, je souhaite qu'on puisse se donner cette flexibilité-là, puis cette chance-là de sortir de notre boîte, puis de se donner la chance d'essayer puis de faire des erreurs, mais d'apprendre de celles-ci. Qui n'en fait pas d'erreur? Ben, merci. Voilà. Merci Justine, merci Charlotte, merci Catherine. Véronique, je te donne le mot de la fin. Ben écoutez, merci infiniment, mesdames. Vous avez été absolument passionnantes sur un sujet complexe, mais super inspirante et claire. Et moi, je repars de là avec plein de nouvelles connaissances et avec de l'inspiration. Merci à tous les abonnés qui étaient là ce soir. Merci à ceux qui vont nous avoir écoutés aussi en différé. Je salue Nicolas qui s'est joint à nous un petit peu plus tard en soirée. Donc, Nicolas Langelier, rédacteur en chef de Nouveaux Projets. Merci d'avoir été avec nous. Passez une belle fin de soirée. Merci, Diane, d'avoir animé ça de main de maître. Plaisir. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonsoir à tous. À la prochaine.